Vas-y, refais-moi ça. Hein? Ouais, ça c'était les beatbox qu'on faisait à l'époque à Solœuvre, à la maison de jeunes justement de Zanem, qui est associée à Zaba. Exact. À l'époque ça s'appelait Zaba, Zanem Bacharaj. Et je crois qu'Youdif était... Enfin voilà, toutes les maisons de jeunes sont plus ou moins associées. Ils travaillaient tous ensemble. Et à l'époque, effectivement, j'avais 13 ans, 14 ans, je me souviens plus, c'était les débuts de beatbox. Et avec Jenko, Corby de Lab, etc., on était les premiers à avoir fait du beatbox à l'époque. Ah, toi, t'as un beau parcours déjà. Ouais, bah écoute, on va en discuter, je pense, on est là pour ça. Mais je te laisse faire l'intro du... Non, vas-y, mais moi, je laisse les gens parler. Ok. Bah, on commence par l'intro. Salut, bienvenue sur Let's Talk Different avec Bambouni. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir quelqu'un qui, pour ma part, a fait ma soirée de ma jeunesse. Mesdames et messieurs, Ben Léo. Ouais, non, il y a des applaudissements dans le... Tu rajoutes des... J'ajoute tout ça. Bonjour, va, bonsoir. Merci Bambouni de m'inviter. Je suis ravi d'être là. Comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Aujourd'hui, on est jeudi, on a bossé toute la journée. Mais on a encore des forces, on a encore de l'énergie pour répondre à toutes tes questions. Et franchement, ça va. Il y a beaucoup de boulot dernièrement. Le printemps vient de commencer et on est chargé à bloc et on est chaud. Et tout ça, on va en parler encore. Ok, c'est cool. Voilà. Bah, avant de commencer tout ça, on va parler de toi. Parle-nous un peu de toi, qui tu es, d'où tu viens. Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir? On a le ma temps. vie privée. On a le temps. Bah, d'où tu viens d'abord? Alors, bon, on va faire comme à l'école, quand tu sais, les alcooliques anonymes. Voilà. Moi, il y en a voilà, non. Je m'appelle Benjamin. J'ai 37 ans. Moi, je suis d'origine. J'ai grandi à Bacharaj. D'accord. Je suis né à Esch, donc je suis un vrai produit luxembourgeois. Je suis né au Luxembourg, j'ai grandi au Luxembourg, j'ai fait toute ma scolarité au Luxembourg, donc école primaire, lycée et un petit peu d'université. Je suis DJ et entrepreneur. Donc en fait, moi ça fait plus de 15 ans que je suis DJ. 10 ans que je suis DJ professionnel et j'ai créé ma propre société il y a un peu plus de 5 ans qui s'appelle We Are XO, où effectivement on organise des événements privés et aussi publics. On a aussi une agence de DJ, donc on gère aussi des DJ au Luxembourg qu'on place à gauche et à droite en fonction des demandes. Des mariages, des anniversaires, on fait aussi du digital marketing, on fait tout ce qui est un petit peu impression, on fait de la vidéo. D'ailleurs, il y a Marco à côté de moi qui est en train de nous filmer, donc je pense que en parallèle à ce podcast, il y aura certainement une vidéo aussi qui va sortir. Certainement. Voilà, que dire de plus? Je suis sans enfant, célibataire, ça peut peut-être intéresser certaines auditrices. Sur Tinder, il y a moyen. Ouais, sur Tinder, il y a moyen. Bah, je suis sur Tinder. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Voilà, que c'est tout. Là, actuellement, j'habite en Belgique, juste de l'autre côté de la frontière de Pétange, à côté d'Atu, pour ceux qui connaissent. Je suis parti de l'autre côté parce que Luxembourg, c'est impayable. Et je me suis dit, voilà, pourquoi aller me faire chier, aller payer 3000 balles, j'exagère, 2000 balles de loyer pour un 60 mètres carrés, enfin bon, bref. Et voilà, ma société, elle est basée à Bacharaj. J'ai mon bureau à Niederkorn. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près aujourd'hui qui je suis, ce que je fais. Voilà. Ouais. Justement, c'était bien. Et le petit Benji, quand il était jeune, il était comment? Le petit Benji, quand il était jeune. Bah, le petit Benji, c'était une petite canaille. C'était une petite canaille parce que toujours incompris, j'ai toujours un petit peu eu cette âme, cette fibre d'artiste quelque part. Je me suis toujours considéré, attention, hein, j'ai toujours pensé que j'étais plus intelligent que les autres, que j'étais mieux que les autres, que je valais plus que les autres. Donc du coup, voilà, j'étais un petit peu impertinent en cours. Je répondais aux profs, je faisais le con en classe. Donc ouais, c'était un petit peu compliqué. Mes parents, ils ont un petit peu galéré. Bon, j'ai pas fait de dinguerie, j'ai pas fait de folie, mais j'étais le petit con de la classe, si tu veux. Ok. Voilà. Et tout ça fait que t'es allé vers le DJing ou comment ça se fait? Raconte-nous ton chemin que t'es allé vers là-bas. Bah, le DJing, ça a commencé assez tard. Hein. J'ai commencé à mixer véritablement à 21 ans.
Okay. Et en fait, toute mon adolescence, enfin toute mon enfance, adolescence, c'était l'époque des chaînes hi-fi. Moi, je me souviens, pour ma communion, on m'avait offert une chaîne hi-fi. Tu sais, ça s'appelait comme ça à l'époque. Aujourd'hui, tu as des... au jour d'aujourd'hui, on appelle ça quoi, une box Bluetooth, enfin un haut-parleur Bluetooth, ouais, un JBL, machin. Mais à l'époque, c'était des chaînes hi-fi, donc c'était des gros trucs machin avec les haut-parleurs. Et il y avait les CD. Cassettes et CD. Il y avait cassettes et CD. Et à l'époque, moi j'ai un grand frère et une grande sœur, que quand moi j'étais petit, ils écoutaient déjà de la musique, eux, dans leur chambre, etc. Donc déjà depuis tout petit, j'entendais de la musique. Même mon père, il écoutait beaucoup de musique aussi à la maison, etc. Donc voilà, j'avais déjà ce goût pour la musique. Et puis après, c'était l'époque des Bravo Hits. Des compilations avec, je te parle de l'époque, c'était les Backstreet Boys, les Spice Girls, Britney Spears, même avant, il y avait tous ces sons de l'époque, milieu 90, fin 90, j'ai envie de te dire. Et donc voilà, j'écoutais la musique à fond dans ma chambre. Moi, j'ai toujours adoré ça, tous les styles de musique. Il n'y avait aucune limite à mes goûts musicaux. Et puis voilà, et puis à un moment donné, c'était l'époque Emule, Casa, Napster. Ok, ouais. Je sais pas si tu te souviens de cette époque-là. C'était le piratage. C'est là où ça a commencé. C'est là que ça a commencé, le piratage informatique. Il y avait encore les connexions 56K. Il n'y avait pas l'Internet illimité, le DSL. C'était les 56K, pour ceux qui s'en souviennent. Il fallait appeler un numéro en fait, pour se connecter à Internet. Pour se connecter, exact. Et tu payais à la minute ta connexion Internet. C'était incroyable. Et je me souviens, Marco, ça, toi, tu étais jeune, pour télécharger un son, il fallait 20 minutes. Pour télécharger un MP3 qui faisait 5-6 mégabytes. Si tu avais de la chance. Ouais. Si tu avais de la chance, il y avait beaucoup de gens qui partageaient cette chanson. Exact. Bref, pour faire court, donc c'était l'époque de Emule, Casa, Napster. Moi, j'ai toujours été un petit peu un passionné d'informatique et tout, donc j'étais très à l'aise avec ça. Donc, je téléchargeais tous les sons. Et c'était à l'époque Eminem, c'était les débuts 2000. Ouais, je me souviens avec D12 aussi, avec Eminem, son groupe là, D12. Ouais, D12, exact. Donc c'était un peu l'époque là. Et je téléchargeais plein de sons. Et après, il y a eu le DSL. Et là, moi, je me souviens, je téléchargeais 1000 sons par jour, en moyenne. Parce que je voulais avoir tous les sons et je voulais avoir tous les remixes possibles et imaginaires qui étaient trouvables, évidemment, sur Emule. Moi, c'était surtout Emule que j'utilisais. D'accord. Et puis, je me faisais mes propres compiles. Et comme j'allais à la maison de John de Bacharach, comme je t'ai dit tout à l'heure, je sais pas si on était... on était en off. On était off. Mais voilà, je t'avais dit qu'effectivement, moi j'allais à la maison de John de Bacharach et je faisais des petites compiles pour mes potes de la maison de John. Et je vendais même des CD gravés. À l'époque, c'était aussi les débuts des graveurs PC. Exact. Et donc, je prenais les MP3 et je faisais des CD compilés par moi-même et je les vendais. Voilà. Okay. Et là, déjà, à l'époque, on me disait « Ah, putain, tes compiles, elles sont cool et tout, putain, machin, truc. » Et ça, je me suis dit « Ouais, c'est vrai que j'ai quand même un vrai goût pour la musique et tout. » Et comme j'écoutais de tout. Et voilà, de fil en aiguille, à un moment donné, je me souviens plus exactement, je me suis retrouvé dans une soirée que ma sœur avait organisée. Ma sœur, elle a presque 10 ans de plus que moi. Donc, elle organisait des soirées. Elle aussi, c'était une queen de la night à l'époque. Et moi, j'avais, je crois, 18, 19, 20 ans, dans les eaux-là, je me souviens plus exactement. Elle organisait une soirée, et puis il y avait ses DJ qui étaient là. Okay. Et puis moi, j'ai un peu essayé. Voilà, j'ai vu que c'était pas si compliqué que ça. Donc au début, je me suis pas considéré comme un DJ, donc je me suis un petit peu entraîné avec comme ça. Et puis à un moment donné, c'était un café où je traînais à Zanem, qui s'appelait le Dal Nigro. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, vas-y, moi, je te fais une soirée ici. Il m'a dit, écoute, fais ce que tu veux, machin. Donc, j'ai organisé une sono, j'ai organisé le matériel DJ, j'ai gravé mes petits CD. Je me souviens, j'avais une petite boîte en tôle, en aluminium, et il y avait 8 CD dedans. Et par CD, il y avait quoi à l'époque? Tu pouvais mettre 20 sons, 18 sons, 20 sons. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. T'as un bon parcours pour avoir commencé, en tout cas. En tout cas, moi, je me considère comme un vrai passionné de musique. Donc, moi, si je suis devenu DJ, c'est par la force des choses. Voilà, j'ai tellement aimé la musique. J'avais aussi beaucoup de remix, parce que grâce à Emule, il y avait aussi beaucoup de remix, déjà à l'époque. Et moi, dans ma tête, c'était, je veux partager ma passion de la musique avec les autres. J'ai envie de montrer aux autres les putains de remixes que j'ai. Désolé si j'utilise des mots, un petit peu de vulgarité, mais bon. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui parlent pire. Ouais, grave. Mais on parle normal, il n'y a pas de filtre. Ça va, on est nous-mêmes. Donc, comme je te disais, voilà, c'est par la force des choses, parce que je suis un vrai passionné de musique. Et encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Donc, ta jeunesse, en fait, tout ce qui est ramené à
que tu deviennes DJ, c'était un peu tes influences que tu as eues autour de ta génération. Exactement. Ok. Et ton premier performance, tu viens de dire que c'était au Dal Negro? Alors, ma vraie première performance, ouais, c'était effectivement au Dal Negro. Petit café, je traînais tout le temps là avec les potes. Voilà, et puis première soirée, on fait un petit flyer. Je me souviens, je faisais le flyer sur Bitmap. Bitmap. Alors ça pareil, ça, il n'y a que les darons qui comprennent. C'était sur Windows 98, XP. Enfin, c'était là que tu pouvais faire des dessins. Et moi, j'avais trouvé un moyen d'importer des écritures et importer des images que je trouvais déjà sur Internet. Je crois qu'il y avait déjà Google à l'époque. Et si c'était pas Google, c'était Alta Vista. Enfin bon, bref, tu pouvais déjà aller chercher des images sur Internet. Et je faisais des flyers un peu éclatés, Friday Night. J'en ai un chez moi à la maison, accroché dans ma petite pin van. J'ai encore un des tout premiers flyers que je faisais à l'époque. Et donc, effectivement, on en a fait 1, 2, 3, 4. Et c'est au bout de la 5e, 6e qu'à un moment donné, le truc, il a commencé à prendre. D'accord. Et là, il y avait même des gens qui venaient de Pétange, qui venaient de Esch, qui venaient de Solœuvre et tout. Et le café, il était blindé. C'est là que je me suis dit, OK, tu vois, là, il y a un vrai truc. Et c'est aussi, du coup, là, qu'on a commencé à me demander un petit peu dans les cafés voisins. Et à me demander, est-ce que tu fais aussi des anifs? Est-ce que tu fais aussi des mariages? Et puis voilà, c'est comme ça qu'à un moment donné, ça a pété. Ça a pris tout comme la mayonnaise. Il faut Exactement. un peu tout pour que ça prenne un peu. Exactement. Non, ça c'est bien. Mais à tes débuts, est-ce que tu as déjà eu des bides ou des salles vides où tu te dis, oui, voilà. Oui, évidemment. Alors, il y a deux façons de bider. Il y a effectivement la soirée que tu n'as pas vraiment fait de pub, machin. Donc, il y a 4 personnes qui viennent et toi, tu es là un petit peu gêné. Tu mixes pour les mouches qui volent. T'as évidemment aussi, j'ai bidé aussi évidemment plus tard dans les boîtes de nuit. Ça m'est arrivé de bider, parce qu'à l'époque je me rendais pas encore compte que chose qu'aujourd'hui je maîtrise beaucoup et que quand je forme des DJ je leur dis ça. Tu sais quand à un moment donné tu joues un certain style de musique et que ça marche pas trop. Ouais. Et tu continues dans cette lancée-là parce que tu te dis, je veux que les gens dansent là-dessus maintenant, tu vois. Et tu forces le truc, alors que les gens, ils n'ont pas envie de danser sur, je dis une connerie, sur de l'électro ou sur du hip-hop, on s'en fout. Et moi, tu vois, je poussais le truc. Et là, tu voyais les gens qui partaient de la piste de danse. Et puis, à un moment donné, de 20 personnes qui étaient sur la piste de danse, il n'y en avait plus que 0. Et du coup, pour moi, ça, c'est un bide. Tu vois, après, on m'a jamais hué, j'ai jamais eu de soirée où voilà, je me souviens d'un mariage, mais c'était un mariage un peu compliqué parce qu'il y avait d'un côté toute la famille du marié et de l'autre côté, donc il y avait la piste de danse entre qui faisait 10 mètres sur 10 mètres, une grosse piste de danse, et de l'autre côté, il y avait donc les invités du ou de la mariée. Enfin, je sais plus comment j'ai commencé ma phrase, mais et là, il y a personne qui a dansé toute la soirée. Toute la soirée, il y a personne qui dansait. Mais là, tu te remets en question, non? Ah ouais, mais là, je me suis dit, mais merde, quoi. Tu vois. Donc, j'ai essayé 1 milliard de trucs. En plus, à l'époque, je mixais encore à Zanem, là, au Dal Negro. Donc, c'est là que c'était une nana qui venait souvent aux soirées et qui me disait, ouais, je veux que tu sois mon DJ pour mon mariage. Je dis, ouais, ok, cool, tu vois. Sauf que j'avais joué de la musique que je jouais là, au Dal Negro, tu vois. C'était pas de la musique spécifique mariage. Ouais. Chose que j'ai compris beaucoup plus tard. Ok. Et c'est là qu'on va arriver à l'Icouvium, là où on s'est connus, il me semble. Nous, on s'est connus, c'était à la Halle La Chair. Bella Boula. Voilà. C'est vrai que c'était là? C'était là. Oui, mais à l'époque, je mixais à l'Icouvium. Et après, tu étais au Icouvium. Et toi, tu venais aussi à l'Icouvium. Je faisais les soirées. Voilà. Je faisais les soirées au Icouvium. Je fermais la porte, moi. Voilà, bah voilà, tu vois. Donc... Et c'était là, en fait. Mais moi, dans ma tête, c'était... Ouais. De nous, on se connaît, en fait, d'à la Halle La Chair. Et après, on s'est vu plus souvent. C'était à l'Icouvium. Voilà. Et c'est l'Icouvium, justement, où là, j'ai appris à jouer du rock. Des trucs des 90s, début 2000, que là on est déjà en 2010 là, à ce moment-là, il me semble, hein, donc c'est il y a 14 ans, ouais, c'est il y a 14-15 ans, ouais, c'était mes débuts vraiment en tant que DJ demandé, très demandé, enfin voilà, on commençait beaucoup à me demander, et c'est là que je me suis spécialisé dans les mariages et dans les anifs, parce que j'avais ce son à la fois pour les jeunes et pour les moins jeunes. Parce que voilà, même aujourd'hui dans les mariages, tu es obligé de jouer des trucs des années 70, de la disco, de la funk, du rock. Et c'est à l'Icouvium que je me suis spécialisé là-dedans. Et je me souviens, c'était Christian Ducoin, qui est un DJ qui tourne encore actuellement. Exact. Christian Ducoin, Christian Welcher, très très bon ami à moi, et qui m'avait à l'époque proposé l'Icouvium. D'accord. Et moi, au début, je faisais, ouais, mais putain, ici, c'est une ambiance un peu plus à la Lulu.
Sans dénigrer, discrimination, sans du tout. Hein. Mais voilà, c'était à la luxembourgeoise où il fallait jouer justement des trucs même aussi un peu allemands, Halligalli, trucs un peu Oktoberfest, les trucs un peu Neunenneunzig, je trouve balance, trucs un peu comme ça. Et c'est là que je me suis dit, ok, là il va falloir que je me fasse une playlist. Là, je vais pas mixer les trucs Latin House que je faisais au Dan Migros, tu vois. Et donc voilà, je me suis spécialisé là-dedans aussi. Et après, c'est là qu'il y a eu vraiment l'ère mariage, anniversaire qui s'est vraiment ouverte à moi. Ok. Bah, de ma part, moi, j'ai vu que toi, tu as pu te démarquer des autres DJ parce que dans le temps-là, le seul qu'on parlait beaucoup, c'était De La Vega, Raymond De La Vega. Ouais, juste, ouais. Voilà. Et après, à un moment, il y en a beaucoup qui ont explosé. Comme toi, il y a Chou, il y a Fable et tout ça. Ouais. Mais ce qui. D'autres encore, hein, d'autres encore, d'autres encore, il y en a beaucoup. Et tous les jours, il y en a qui poussent. Ouais. Mais ce qui m'a démarqué, ce qui t'a fait que toi, tu as démarqué des autres, c'est que toi, tu étais un peu overall. Ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que tu peux partir sur les 70 sur du Frankie Vincent. Ouais, c'est grave, putain. Et partir sur du Ballerman et tout ça. Ouais. Et mettre le dernier son à la mode. Ouais, non. Voilà. C'est ça que je trouvais bien sur toi. Ouais. Mais voilà, comment est-ce que tu vois un peu la génération d'aujourd'hui? Est-ce qu'ils partent aussi tous sur overall ou ils sont tous basés sur un style de DJ? Ouais. Alors, j'aime beaucoup. J'aime que tu me poses cette question-là parce que je l'aborde assez souvent. Okay. Moi, j'ai 37 ans. D'accord. Moi, je fais partie de cette génération. Moi, je suis un millennial. Donc, c'est quoi? C'est la génération Y. Ouais, parce que maintenant, c'est les Z. Voilà. Donc, moi, je fais partie de cette génération où moi, j'ai des jeunes qui me disent, ouais, boomer. Enfin, voilà. Mais c'est normal. J'ai 37 ans. J'ai pas non plus une tête de gamin de 20 ans. Enfin, bon, bref. Et j'ai mes potes à moi qui me disent tous, ouais, les jeunes, machin, génération Instagram, génération TikTok, génération Snapchat, ils connaissent rien, ils sortent pas, ils s'amusent pas, ils sont tous là cloîtés devant leur téléphone et tout. Pas du tout. Pas du tout parce que j'ai la chance de mixer encore au Melusina pour des soirées 16+, et 18+. Donc j'ai affaire à des lycéens qui ont entre 16 et 20 ans, quoi. Hein, et je vois comment ils font la teuf. Et c'est ça qui est bien avec TikTok. Ça, c'est le côté positif de TikTok. C'est qu'aujourd'hui, les trends, c'est pas sur de la musique qui sort aujourd'hui, ça peut être sur n'importe quel style de musique. Il y a même des fois des anciens sons des années 70, des années 80, des années 90, qui deviennent des trends par rapport à des chorégraphies ou que sais-je, sur TikTok. Et du coup, ils connaissent ces sons-là. Moi, j'ai un neveu qui a 12 ans. Lui, il connaît tout. Il connaît Dr. Dre, Usher, Beyoncé, il connaît Michael Jackson, il connaît Queen. Tu vois, il est au courant de tous ces trucs-là, quoi, tu vois. Donc, pour en revenir à ta question, non, je trouve que les jeunes, même plus que nous à l'époque, ils sont très overall, justement, très all-around. Ils écoutent de tout, du hip-hop, du latino, du trap, du old school. Aujourd'hui, ce qui marche très fort, c'est l'électro. La techno, la art techno, ce qu'on appelle la art techno, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais les jeunes aujourd'hui, ils aiment beaucoup tout ce qui est art techno, drum and bass. Ça marche beaucoup en clubbing. Hein. Je te parle en clubbing quand ils vont en boîte de nuit. Et après, ça va être pop. Moi, tu sais, quand je joue, il y a un remix actuellement de Gimme, 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 Abba, Gimme, Gimme. Il y a un remix. Putain, mais les jeunes, ils sont là, ils font la teuf, c'est incroyable. Je mets des vieux Guetta, je mets des vieux Rihanna, tu sais, les Rihanna électro produits par Guetta de l'époque. Je mets Dr. Dre, Next Episode, Usher, Yeah, des trucs comme ça. C'est un, excusez-moi du terme, c'est un bordel dans la salle. Les jeunes, ils kiffent ça. D'accord. Et donc, en voyant ça, moi, qu'à 20 ans de plus qu'eux, tu vois, je me dis, ah ouais, ok, tu vois, ils sont quand même au courant de ce qui se passe, ils kiffent. Tu vois. Et ils kiffent plus que nous, parce qu'à notre époque, alors tu avais effectivement une scène pop, open format généraliste, mais tu avais beaucoup plus de scènes strictement hip-hop, street, urban music, donc black music, urban. Tu avais une scène latino, latino, portugais, brésilien, latino-afro. Et tu avais une scène, donc house, électro, tout ça, ça existe encore, mais je trouve que ça c'est beaucoup plus cosmopolisé, je ne sais pas employer ce terme-là. Mais je trouve que les gens aujourd'hui sont quand même beaucoup plus open à de la musique généraliste qu'à l'époque on faisait des choix. Voilà, moi c'est hip-hop, il y avait la tenue qu'elle allait avec et j'étais hip-hop. Voilà, tu vois, on choisissait un camp qu'aujourd'hui il n'y a plus de camp, je trouve. Non, maintenant on a l'impression que ça s'est ouvert un peu plus. Exactement. Aujourd'hui, même au niveau vestimentaire, ça me frappe beaucoup quand je vois les jeunes comment ils s'habillent.
il n'y a plus comme à notre époque, il y avait des codes à respecter. Ouais. Tu vois, tu avais les Lacoste, tu avais les Fubu, tu avais les... Voilà. Et il fallait choisir un style. Aujourd'hui, c'est un style, on peut le définir, ce style-là, chez les jeunes vestimentaires. On peut le définir, certes, mais ils s'habillent quand même comme ils veulent. Ouais. Et t'es plus pointé du doigt comme à l'époque, nous, tes godasses, là, machin. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça. En tout cas, j'ai cette impression-là. Je suppose que le mobbing existe encore, bien sûr, et il y en aura toujours, malheureusement. D'ailleurs, je ne sais pas que je lutte contre ça, mais je trouve ça exécrable. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus ouverts que nous. Franchement, je le pense très sincèrement. Ouais. Ouais, ils ont un autre style et tout ça, et donc ils s'ouvrent un peu plus à ce qui se passe autour. Ben, avant de continuer tout ça, comment toi tu te prépares pour un set? Alors, il y avait un avant et il y a un aujourd'hui. Avant, je me souviens, je passais toute l'après-midi à préparer mon set. Okay. Tellement j'avais le trac déjà pour commencer. Et je prenais ça ultra au sérieux parce que je voulais faire la différence. Comme tu disais tout à l'heure, il est vrai qu'encore aujourd'hui, les gens me disent voilà, avec toi, Ben, on ne s'attend pas à ce qui vient, il y a toujours une surprise et puis il y a de tout, on ne s'ennuie pas. Donc, je prenais ça très au sérieux parce que je voulais marquer la soirée. Donc, il fallait que je me prépare à l'avance. Donc, déjà, j'allais télécharger les derniers sons qui étaient dans les charts, déjà pour être sûr que j'avais les derniers sons qui passaient à la radio, plus les remixes qu'allaient avec. Et je me préparais dans le sens où j'étais sur mon canapé avec mon portable sur les genoux et je m'imaginais la soirée, le déroulement de la soirée en fait. Okay. Donc je me disais, ok, voilà, je commençais à 22h, je prends l'exemple de l'Icovium pour l'époque. Allez, je prends l'exemple du Seven Club. Ouais. Après l'Icovium, je me souviens, il y a eu un changement de patronat, les patrons ont changé. Et il y a eu donc ceux qui ont par après ouvert le Seven Club qui m'ont proposé d'être résident au Seven Club. Et là, c'est véritablement le Seven Club où là, je me suis fait caca dessus, à proprement dire. Non, j'exagère, mais je me souviens, là, je me disais, ok, là, je joue dans une boîte de nuit où il va y avoir entre 500 et 1000 personnes qui vont y aller. Là, ça rigole pas. La musique, elle est 3 fois plus forte. Donc là, tout ce que je vais jouer, tout le monde va l'entendre. Donc là, je peux pas me louper, j'ai pas le droit de me louper. Et je me souviens, même moi, à l'époque, quand je sortais aussi avec des DJ. Et nous, entre nous, on se disait toujours, un DJ, c'est complètement interdit de rater une transition, de rater un beat match. C'est un no-go en boîte de nuit. Donc tu vois, je me mettais une pression incroyable. Donc voilà, comme je te disais, moi, c'était toute l'après-midi, je préparais mon set et je me mettais dans la vibe. Donc je me disais, ok, je commence à 23h, ok, les gens, ils commencent à rentrer. Donc je mets des petites vibes assez sympas, R&B old school, des trucs un peu, des Chris Brown, des Tyga de l'époque, mais qui étaient un peu plus R&B, qui passaient crème, tu vois. Histoire de te mettre dans l'ambiance, tranquille. Voilà, en fait, moi, ce que j'ai toujours fait, ce que je fais encore aujourd'hui, je me mets dans la peau de quelqu'un qui rentre dans une boîte de nuit. Ok. À une certaine heure. Donc au début, il ne faut pas que ça soit trop fort. Et tu dois rentrer, il faut que ça soit agréable. C'est-à-dire que tu rentres, tu es encore un peu timide parce que tu viens d'arriver, tu t'es mis dans tes meilleurs sapes, tu veux rentrer, tu fais un petit peu le kéké, tu fais un petit peu le beau, tu vois. Donc, tu veux pouvoir aller au bar, commander à boire, et puis il y a une vibe qui est sympathique. Donc, tu vois, je me suis toujours mis dans la tête de comme si moi, j'allais quelque part et qu'est-ce que moi, je voudrais écouter quand je rentre dans un club ou dans un bar. Et voilà, et puis au fur et à mesure de la soirée, voilà, je me mettais en place, ok, à 1h du matin, c'est prime time, 1h30, c'est toujours le prime time. Et c'est là que je sortais du coup mes bangers, les gros sons qui étaient donc dans les charts à ce moment-là. À l'époque du Seven Club, c'était l'époque Danza Kuduro, qui marchait encore. Turn Down For What, exactement. Gangnam Style aussi, on jouait ça. Hein. Moi, je me souviens, tout au début, quand c'est sorti, on trouvait ça super ringard. Parce que le Seven Club, après, on s'est adapté. Ouais. Et en fait, le Seven Club, ça a toujours été un club très urban. Exact. Quand même. Ouais. Donc Gangnam Style, pour nous, c'était ringard. Sauf qu'à un moment donné, c'était tellement devenu un hit qu'il fallait le jouer, le Gangnam Style. Et c'était un bordel. Et ça marchait. C'était l'époque aussi de Nicki Minaj, Star Chips, C'était l'époque de Rihanna, Nicki Minaj qui faisait des sons électro. L'influence Guetta, quand il a commencé à faire, même avec Black Eyed Peas, toute cette influence Guetta qui a rendu l'électro pop aux États-Unis. Ce qu'on a appelé par la suite d'ailleurs électropop. Donc voilà comment je me prépare. À l'époque. Aujourd'hui, si tu veux, j'ai mes routines. Ça fait plus de 15 ans que je mixe. Aujourd'hui, ça coule de source. C'est-à-dire que même à mariage, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Que ça soit des Portugais, des Italiens, des Luxembourgeois, des ex-Yougoslaves, tout type de culture.
J'ai déjà tellement tous mes sons, je sais déjà tellement tout ce qui marche pas. D'accord. Tout ce qui, et si, ce qu'on appelle les routines, c'est quand tu joues 3-4 sons d'affilée. Parce que tu sais qu'ils se marient très bien ensemble et il y a toujours cette transition, c'est plus ou moins la même. Ok. Voilà. Donc aujourd'hui, ça coule de source. Donc je me prépare quasiment pas. Par contre, si maintenant, demain, d'ailleurs, demain, je mixe au Melusina pour une 16+. Pardon. Là, effectivement, là, il faut que je fasse gaffe. Je vais regarder sur TikTok les derniers trends. Pour être à la mode. J'écris à Timo, qui organise cette soirée de Black Thunder, Timothy Bettega, si tu m'entends, bisous. Je lui écris, je lui dis, parce que vu que lui, il est à fond sur TikTok et tout, alors, or que moi, non. Je lui dis, c'est quoi en ce moment les trends? Et puis il me fait une petite liste de 10 sons. Hop, je les télécharge et tu vois, donc je me prépare un peu comme ça. Mais voilà, il y a un début de carrière où tu dois faire très attention, où tu dois build toute ta playlist, parce que quand tu commences de zéro, il te faut quand même minimum 2-3 000 sons pour avoir quand même suffisamment de sons pour pouvoir gérer une soirée en fonction de ce qui se passe. Et aujourd'hui, si tu veux, ouais, ça coule de source. Maintenant, je me souviens, il y a 2 ans de ça, j'ai fait l'opening des... On va y arriver. Excuse-moi. On va y arriver. Excuse-moi. On va y arriver. Parce que ça, c'était du taf. Hein. Là, j'ai bossé comme un dingue. Parce que voilà, ça c'est un truc que tu peux écrire sur ton CV. Le 15 juin 2022. Ouais, grave. Black Eyed Peas. Ouais. Comment, quoi, pourquoi? Ouais. Raconte. Alors, c'est vrai que c'était une sacrée aventure parce que c'était une... Personnellement, c'était incroyable pour moi. Si tu veux, 2 mois avant le concert, il y a la Rocale qui... Non, il y a Danny Fernandez, qui était à l'époque donc le patron du Seven Club, justement, qui aujourd'hui travaille notamment pour le Encore. Il continue à faire la programmation, etc. Bon, bref. Et il me dit, la Rocale, il cherche des DJ pour faire l'opening des Black Eyed Peas. Écoute, merci pour le tuyau. Ouais, pourquoi pas, tu vois. Il me dit, mets-toi en relation avec un tel de la Rocale, et puis voilà, fais ce qu'il y a à faire. Je dis, écoute, moi dans ma tête, c'était, ouais, ça passera pas, bon. Je me suis dit, ça passera pas. Donc j'ai quand même fait un dossier. À ma façon, j'ai fait un dossier avec mon CV, avec une pré-tracklist où je leur ai dit, voilà, je suis susceptible de jouer ça et ça et ça et ça et ça. Et puis finalement, ils me disent, c'est bon, tu fais l'opening. Là, je me suis dit, ok, merde, ok. Et bon, voilà, donc j'étais content. Il y a eu tout le pré-marketing où j'en ai profité pour balancer sur les réseaux. Voilà, je vais faire l'opening. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours. J'ai eu beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Wow, génial. Et une semaine avant le concert, j'étais à Porto 4 jours. J'avais pris un hôtel avec un rooftop piscine. Je me suis dit, fais-toi un kiff. Je m'étais mis un peu en retraite, si tu veux, parce que j'ai voyagé seul, en fait. J'étais à Porto, parce que j'adore cette ville. Et j'étais, donc, comme je t'ai dit, dans un hôtel assez sympa. C'était pas un 5 étoiles, mais c'était un bel hôtel, très sympa. Et il y avait une piscine en rooftop. Et si tu veux, pendant les 4 jours que j'étais là, je faisais que ça. J'avais le PC devant sur les genoux. D'accord. Et j'avais les casques sur les oreilles et je préparais mon set. Mon set, il a duré exactement 1 heure, parce qu'il m'avait donné 1 heure. Ok. Et j'avais fait un set d'1 heure, mais pile poil. J'avais fait des cue points. Des cue points, c'est des points de repère que tu mets sur une chanson pour savoir, ok, sur le point là, tac, je lance le prochain son. Et dès qu'il arrive à ce point là, je cut. Enfin, tu vois, j'avais vraiment tout préparé, tout time codé. On peut dire ça comme ça aussi. Ok. Et je me souviens, le jour J, que normalement, moi, je suis quelqu'un qui a énormément le trac, qui a énormément, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai beaucoup le trac. Et je suis arrivé là-bas. J'étais serein parce que j'avais préparé ma playlist, donc je suis arrivé même 2 heures avant mon truc. J'avais fait mon petit soundcheck, rehearsal, comme on dit dans le jargon. Dans le milieu. Dans le milieu, rehearsal. Yeah, I'm gonna fall rehearsal. N'importe quoi. Et voilà. Et puis j'ai fait l'opening de Black Eyed Peas. C'était une vibe incroyable. J'ai adoré. En plus, j'ai fait un truc assez soft parce qu'après moi, il y avait DJ Crooks, un DJ pote à moi. Donc en fait, moi, j'ai fait la première partie et lui, il a fait la deuxième première partie, si tu veux. Okay. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord moi 1 heure, ensuite il y a eu Crooks 1 heure. Et d'ailleurs, il a poussé une demi-heure de plus parce que eux, ils étaient en retard, les Black Eyed Peas. Les Américains. Les Américains. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je veux pas maintenant dire du mal. C'est pas pour dire du mal, mais eux, ils sont arrivés. Ils ont fait leur petite interview à l'RTL. Ils sont montés sur scène et ils sont barrés tout de suite après. Ah ouais. Ouais.
Zéro backstage experience, pas de meet and greet. Même nous, on nous avait dit, le management des Black Eyed Peas nous avait dit, vous avez interdiction d'être dans le backstage pendant qu'eux, ils sont là. Enfin, ils voulaient, voilà. Bon, après, c'est certainement à l'américaine, oui. Ouais, et puis après, il faut se dire aussi, pas se mentir, eux ils se disent, déjà, l'Europe, pour les Américains, c'est eux, il n'y a que Paris, c'est à la limite Londres, tu vois, Londres, ou Berlin, à la limite. Tout le reste, c'est what the fuck is that, tu vois. Donc, je pense qu'ils ont dû se dire, Luxembourg, allez, on va là-bas, on fait le concert, on se barre, quoi, tu vois. Mais bon, c'est vrai qu'ils avaient aussi un concert le lendemain à Francfort, il me semble. Ok. Bon, voilà, mais ça, c'est juste pour la petite histoire. Et non, Black Eyed Peas, vibe incroyable, retour incroyable. Pendant des mois, les gens, ils me disaient... encore aujourd'hui, on me le fait, hein. Quand je me retrouve dans une soirée, il y a des gens que je connais et qui me présentent à des personnes. Ouais, DJ Ben Léo, il a fait l'ouverture des Black Eyed Peas. Puis moi, je suis toujours là, c'est bon, tu vois, c'est à 2 ans et tout. Bah justement, il n'y a pas tout le monde qui peut dire que voilà, j'ai fait l'ouverture c'est vrai. C'est vrai que Black Eyed Peas, c'est Black Eyed Peas. Encore aujourd'hui, moi, je joue dans tous mes sets, je joue Pump It. Dans tous mes sets, je joue Pump It. Suivi de Macklemore Can't Hold Us, parce que c'est le même BPM. Tu vois, ça, c'est par exemple une routine. Tu vois, ça, c'est une routine. Pump It de Black Eyed Peas, je crois que c'est 80 BPM. Je crois que c'est 78. Je dis 78 parce que je vis en Belgique, comme je disais tout à l'heure. Et il me semble que c'est 78 BPM. Et je crois que Macklemore Can't Hold Us, c'est 76. Et du coup, en les syncant, les beats matchant, voilà, tu as le même truc. Et même derrière, tu peux mettre... Souvent, je mets Niggas in Paris. C'est un beat trap. 78, 80, c'est trap. C'est le BPM, c'est quelque chose qui cogne. Et voilà, ouais, non, les Black Eyed Peas, c'est les Black Eyed Peas. Eux, ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils sont dans le game. Au début, ils faisaient de la pop funk, rock pop funk, comme ça. Ensuite, ils ont commencé à faire de l'électro, justement, avec l'influence will.i.am, David Guetta. Ensuite, latine, tout un tas de Latin beats, avec Shakira, avec machin truc. Donc pour moi, c'est presque 3 décennies de groupe. J'exagère, deux bonnes décennies. Quand même. Et ils ont touché à tous les styles. Et bon, après, c'est sûr que c'était pas Fergie ne faisait plus partie des Black Eyed Peas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient, ouais, mais le concert de Black Eyed Peas, ok, c'est cool, mais il n'y a plus Fergie. C'est vrai que Fergie faisait beaucoup. Elle donnait quelque chose de féminin. C'était la touche charme, c'était une bombe. C'était Fergie, même dans les clips, Hey Mama, tout ça, c'était toujours très sexy. Mais c'était incroyable, ouais, Black Eyed Peas. J'ai kiffé, ouais. C'est juste dommage que tu n'as pas pu les rencontrer en live. C'est vrai. Non, c'est encore, comme je t'ai dit, hein, c'est interdiction. Il y avait, même moi, j'avais un caméraman avec moi, on m'a dit, même pour le caméraman, j'ai dû faire un email avant, ils ont dû faire valider ça par leur management, parce qu'ils n'étaient pas très cordats avec ça. Hein. Je t'ai dit, c'est bon, c'était comme ça. Mais j'en ai quand même profité, j'ai quand même eu mon caméraman qui est venu avec. Okay. J'ai jamais sorti d'after movie officiel. Donc il est dans les tiroirs. C'est ce que je me suis demandé aussi, parce qu'il n'y a pas eu de photo ni rien. Parce qu'il y a tout un truc backstage, il y a tout un truc. Donc il y a Marco qui est en train de nous filmer. Hein, Marco? Dis-moi. Ouais. Un jour, c'est toi qui vas faire le cut de la vidéo. Tu vas nous faire un truc, tu vas nous faire une petite dinguerie. Tu auras du travail. Avant de clôturer maintenant ton passage DJ, il y a quelques clichés sur les DJ que j'aimerais bien en parler avec toi. Ouais. Déjà, pour commencer, je ne sais pas si tu connais Fred Rister. Ça me dit quelque chose, ça. C'est un qui a travaillé avec David Guetta, qui a fait la plupart de ses compositions. Ok. C'est Joachim Garraud, ça, non? Non, il y avait notamment, aussi notamment, mais il y a aussi... Ça me dit quelque chose, ouais. Il y a aussi eu Fred Rister. Ok. Et lui, il dit, le seul et unique but du DJ est de faire danser les gens le plus longtemps possible, les garder sur la piste afin qu'ils n'abandonnent pas que le temps d'aller commander un verre supplémentaire. Alors là, je suis à... Ah, non. Et des toilettes, pardon. Il ne faut pas oublier les toilettes. Je suis à 99% d'accord. D'accord. Alors, on va prendre maintenant les 99%. Complètement d'accord. Et je l'ai toujours dit. Et tu sais, il y a toujours une guéguerre entre les DJ. Il y a deux écoles. Il y a l'école skills, le DJ qui a des skills, qui joue très hype, qui scratch, qui machin, qui truc. Ça, j'ai beaucoup vu au Seven Club. Surtout quand on bookait des DJ, quand il y avait des DJ qui venaient un petit peu de Paris ou d'ailleurs. Ils avaient des skills incroyables. Mais je voyais dans le public, les gens, ils se faisaient chier. Parce que genre, le mec, il faisait des beats jungling, des passe-passe, des scratch. Alors nous, DJ, on était impressionnés.
Et quelqu'un qui connaît pas. Mais le mec, sur la piste danse, il était genre à regarder le DJ, et genre, mais quand est-ce que t'as fini là, tes clowneries là, tu vois? Genre, le mec, il veut danser, en fait. Et longtemps, je savais pas trop où me positionner. Est-ce que je fais du hype et du skills, ou est-ce que je fais du populaire à plaire au public? Ok. Et effectivement, c'est là que je me suis fait un nom. C'est qu'effectivement, moi, aujourd'hui, je fais danser longtemps parce que j'arrive à analyser le truc. Donc, complètement d'accord avec ce qu'il dit. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est le petit 1%. Il faut que les gens aillent au bar. Pourquoi? Moi, je me souviens à l'époque quand je bossais au Gloss. J'étais résident au Gloss, au Kirchberg. Maintenant, il y a le Vida à la place. Un lieu très festif, l'époque des favelas chic, tu as connu aussi. Exact, ouais. Et je me souviens, en fin de soirée, quand j'allais voir les patrons, Fernando et Luis, ils me disaient, ouais, je leur disais, putain, j'ai quand même fait un carton et tout, ça, danser. Il dit, ouais, mais toi, avec toi, on fait pas plus de chiffres qu'avec les autres DJ. Je comprenais pas au début. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était, mais moi, je veux que les gens, ils dansent. Les gens sont là pour danser. Oui, mais le club, lui, il est là pour faire de l'argent. Enfin, c'est un business, ça, il faut pas se mentir. Un bar, un club, c'est avant tout un business, quoi. Tu vois, donc pourquoi on book tel DJ? Parce qu'on se dit, tel DJ va ramener du monde, ce monde-là va payer une entrée, va consommer, on va gagner de l'argent. Bon, voilà, donc faut pas se mentir. Donc voilà, c'est pour ça que un DJ qui fait que danser, et que les gens sont là pendant 2 heures à avoir les bras en l'air, à faire la teuf, le bar, il marche pas. Alors maintenant, je comprends tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut ces petites séquences un peu... Ou même peut-être toi, un puriste qui va se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il nous fait là, le Ben Léo? Ouais, mais je fais ça pour que tu ailles à un moment donné, calm down, tu vas te reprendre un verre, il va coûter 15 balles, 20 balles, tu vas fumer une clope devant la porte et tu vas revenir. Donc non seulement tu auras dépensé de l'argent au bar, tu auras fumé une cigarette, tu auras pris l'air et tu auras à nouveau un petit peu d'énergie pour refaire la teuf. Que de faire juste 1 heure de teuf, à fond les manettes, et après, il n'y a plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je comprends pourquoi vous êtes à fond dedans et après, pendant une demi-heure, il y a de la musique, tu dis... Alors, il n'y a pas tous les DJ qui connaissent ça et qui le font exprès, mais moi, je le fais exprès. Je le fais exprès parce que j'ai appris ça. Je l'ai appris ça parce que, moi, je te parle quand je mixe pour un bar ou un club qui me book et qui est là pour faire de l'argent. Maintenant, si je suis dans un festival, un open air, où les gens payent une entrée déjà 80 balles, 100 balles, que le bar, il est important, mais on s'en fout. Enfin, les gens sont, on va dire, tu as 2, 3, jusqu'à 10 000 personnes devant toi. C'est un autre concept. C'est pas tellement les boissons qui fait le business des festivals, c'est surtout les entrées. Enfin bon. Et donc là, on s'en fout. Là, tu fais un set d'1 heure ou de 2 heures en fonction du temps qu'on te donne. Et là, tu balances que des bangers. Et là, pendant 2 heures, les gens dansent. Voilà. C'est une approche. Mais complètement d'accord avec ça. Et juste encore une dernière anecdote. DJ Craze, qui est un DJ qui a gagné 3 fois le championnat du monde DMC à l'époque. Avant Red Bull Freestyle, il y avait les DMC. C'est là que tu devenais champion du monde de DJ. Mais là, c'était skills, purement skills. DJ, scratch, machin. Et DJ Craze, qui est un Américain, très respecté, forcément, triple champion du monde, etc. Il se retrouvait souvent dans des podcasts, dans des vidéocasts, dans des émissions où il y avait des DJ qui faisaient une table ronde et qui discutaient. Et là, il y avait la question du fameux bouton sync. Que je me souviens à mon époque, parce que moi j'utilise le bouton sync. Aujourd'hui, il n'y a plus de stress. Mais à mon époque, je te parle il y a 10 ans au Seven Club, tout ça, c'était le sync. C'était si tu utilisais le sync, t'étais un DJ, t'étais une merde. Okay. Voilà, c'était le mec qui utilise sync, qui ne sait pas beatmatcher un son. Aujourd'hui, le sync, tout le monde utilise ça. Et même si les gars qui m'écoutaient, vous n'utilisez pas le sync, vous avez visuellement le 128 BPM à gauche. Et qu'est-ce qu'il fait avec son pitch bend? Il monte et il descend jusqu'à ce que ça fasse 128 BPM. Donc en fait, c'est exactement la même chose. Tu sync juste à l'œil. Mais moi, ce que je fais, j'appuie sur un bouton, ça sync automatiquement. Pourquoi aller me faire chier à utiliser un pitch bend? Enfin, oui, c'est le pitch bend, on appelle ça comme ça, pour caler mon son, alors que j'ai un bouton, il me cale automatiquement mon truc, donc c'est bon. Et même DJ Craze, il disait... Il y avait la question du DJ, qu'est-ce qu'un bon DJ, machin truc, ouais, mais le sync et tout, machin. Et lui, il disait, mais on s'en fout. Le DJ, il est là pour faire danser les gens. Moi, des fois, ça m'arrive d'être dans des soirées où je suis invité, en tant que pote, dans des anifs, il n'y a pas de DJ à rien. Moi, à un moment donné, je prends le Spotify de mon pote et je commence à balancer des sons. Moi, je prends les commandes, on va dire, du son. Okay. Même avec un Spotify, j'arrive à foutre le bordel pendant la soirée. Donc, c'est quoi le but d'un DJ? Le but d'un artiste,
c'est de divertir la personne en face de toi. Coûte que coûte. Donc finalement, on s'en fout que tu sois bon, que tu sois machin, que tu sois truc. Il faut qu'un DJ, il trouve les sons, il faut qu'il analyse son public, il faut qu'il trouve les sons qu'il faut pour faire danser les gens. Et voilà, et c'est ça le but d'un DJ. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien de savoir. Encore bien que tu clarifies les choses. Ouais. On va passer à la deuxième anecdote. Pour être DJ, il faut 2 qualités essentielles pour se prendre à ce métier. Le premier, c'est d'être solitaire pour ne manquer à personne. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es derrière, tu es pour toi, tu dois être dans ton monde. Oui, ok, ouais. Et surtout, préférer faire danser les gens plutôt que de s'amuser avec eux. Alors, le deuxième, j'arrive pas pour l'instant à pas trop comprendre, mais pour la première, oui. Et là, j'ai même tout un tas d'exemples. Souvent, la vie de famille, la vie privée t'empêche d'être un artiste, enfin, d'être un DJ, parce que le DJ, c'est les week-ends, essentiellement. Quand tu as une petite famille et que ta femme, elle travaille du lundi au vendredi et que tes gosses sont à l'école du lundi au vendredi et que toi, le vendredi soir, le samedi soir, tu vas faire la teuf en boîte de nuit jusqu'à 6h du matin, que tu vas te coucher et que tu te réveilles et que tes gosses, ils ont besoin de toi, que machin truc, que tu dois t'occuper de ta femme, de tes gosses, ça ne va pas. Donc, moi, c'est ce que je comprends en tant que solitaire. Voilà, moi, par exemple, comme je t'ai dit en début d'interview, je t'ai dit, moi, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants. Si j'avais eu des enfants et si je serais aujourd'hui marié, très certainement que je ne pourrais pas avoir le rythme que j'ai aujourd'hui. Parce que pas plus tard que ma femme me dirait, écoute, t'as 37 ans, faire le gogol là au Melusina pour des gamins de 16 ans, il faudrait quand même tout doucement passer à autre chose, quoi, tu vois. Donc moi j'ai vu beaucoup de DJ arrêter, des DJ qui ont percé au Luxembourg, même à l'étranger, qui à un moment donné, du jour au lendemain, volatilisé. Pourquoi ? Pour une vie de famille. D'accord. Je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste, ça explique cette phrase-là. Si tu veux faire carrière et que tu veux durer longtemps, il faut pas qu'il y ait d'obstacles. Donc que ça soit ta vie de famille, que ça soit d'autres ou des pépins de santé. Moi j'en ai eu pas mal il y a quelques années, des pépins de santé qui m'ont presque fait prendre la décision de vouloir arrêter. On va arriver à ça aussi. Voilà. Mais voilà. Donc ça c'est pour le premier point. Le deuxième point, j'arrive pas trop à comprendre. Bah, le fait que tu préfères faire danser les gens que d'être parmi eux et t'amuser avec eux. Ouais, mais moi, je fais les deux. Ah, d'accord, ok. Alors, moi, je déteste ça. Moi, je déteste être dans une soirée qui a un DJ. Je déteste ça. Parce que je me dis, moi, j'aurais joué autre chose. Ah, moi, j'aurais fait un autre passage. Là, merde, je suis pas d'accord avec ce qui vient de jouer. Ça, c'est les puristes. Voilà. Donc, effectivement, je préfère être derrière les platines et faire kiffer les gens et d'être derrière mes platines et kiffer comme ça. Que de me retrouver dans une soirée, sauf si le DJ il est vraiment incroyable. Vu que je suis un puriste et vu que j'ai une façon de penser, de voir qui est assez différente, c'est rarement le cas que je me dis, tiens, DJ, waouh, tu vois. Mais oui, non, effectivement, moi je préfère clairement amuser les autres que de m'amuser avec les autres. D'accord. Mais c'est un problème, c'est souvent un problème. D'accord. Encore 2 questions. Après, on va changer de sujet. Ça marche. Qu'est-ce que tu penses des air DJ ou les DJ qui mixent pas en live ? Alors, il y a beaucoup de mythes autour de cela. Alors oui, effectivement, ça existe des DJ qui préenregistrent leur set et ils font semblant d'appuyer. Bon, aujourd'hui, on vit dans une ère marketing, on vit dans une ère Instagram. Tu sais, donc aujourd'hui, c'est celui qui se vend le mieux chez les garçons, donc chez les hommes. C'est celui qui va faire le meilleur marketing. Vidéo sur vidéo, les petits home vidéo où il fait passer des sons. Do you remember? Tous ces DJ là qui font des trucs comme ça et qui se font un nom sur YouTube et sur Instagram et qui sont bookés pour ça parce qu'ils sont connus sur Instagram et qui se retrouvent effectivement dans des open air, dans des festivals devant 5000 personnes et qui ne savent pas mixer. Bon. Ça, effectivement, ça existe. Maintenant, il y a aussi ce mythe des DJ qui mixent à Tomorrowland, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sets préenregistrés, mais parce qu'ils n'ont presque pas le choix, parce qu'il y a tellement un light show, un show d'effets spéciaux, que si le mec s'il commence à mixer, à faire des scratchs, des passe-passe, des machins, le light show, il suit pas. Ça marche pas. Même un DJ Snake, pour ceux qui ne savent pas, DJ Snake, avant d'être DJ Snake, il venait au Seven Club mixer. Ouais. C'était un DJ, alors déjà très prisé à Paris, à Paname, c'est vrai.
Mais c'était pas encore le DJ Snake. C'était avant Lennon et Turn Down for What. Avant qu'il a commencé Mais à lui, exploser. quand il mixait, c'était scratch, c'était un bordel quand il mixait. Lui, encore aujourd'hui, les puristes, ceux qui connaissent, ils disent DJ Snake avec Moody Mike, aussi un DJ parisien, c'est en termes de skills, en termes de vibe, en termes de machin, parmi les meilleurs DJ ever. Ça Voilà. va. Avec aussi DJ Puffy ou d'autres DJ qui font les Red Bull Freestyle d'ailleurs. Ils sont des DJ très bam, 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 drop. C'est ça aujourd'hui pour moi, un vrai bon DJ, c'est le mec qui est capable de dropper rapidement. Qu'aujourd'hui, même un DJ Snake, tu vois, pourtant il mixe avec ses platines vinyles, il mixe encore avec son Serato. C'est vrai, qui est des trucs quand même très battle DJ, comme je t'ai dit, drop mix. Mais voilà, pareil, lui, ses sons, ils durent 2 minutes 30, il fait des transitions tout à fait banales. Tu ne peux plus aujourd'hui. Donc, voilà, donc ça c'est pour le côté masculin. Le côté féminin, encore une fois, on en revient à cette ère très TikTok, très Instagram. Une nana qui est bien roulée, qui a un joli décolleté et qui a des belles formes, qu'elle mixe bien ou qu'elle mixe pas bien, elle va faire carrière, la meuf. C'est pas ça que tu fais plus attention. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'en vois des nanas sur Instagram qui font des tournées mondiales, qui font des clubs incroyables, qui font des festivals incroyables et qui sont nuls aux platines. Mais en même temps, tu as un public en face qui est friand de cela. Ouais. Qu'est-ce que lui, il veut, le public? Il veut se dire, moi, je suis dans cet open air-là. Waouh, elle a 2 millions de followers sur Instagram. Et puis, ils sont là, ils font leur story. Et pour eux, ils ont kiffé. Ils ont kiffé l'événement, ils ont kiffé la soirée. Parce qu'ils sont dans un événement où il y a en face d'eux une personne qui a 2, 3, 4, 5 millions de followers sur Instagram. Donc, aujourd'hui, on est moins sensible à la qualité, on est moins sensible. Il y en a encore, comme je disais tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est ça le business. Donc, c'est comme ça. Je peux même pas dire... Moi, évidemment, je suis contre. Encore une fois, moi, j'aime les bonnes choses, j'aime les belles choses, j'aime les choses logiques. Moi, je suis quelqu'un de comme ça. D'ailleurs, des fois, on me reproche de ne pas soutenir certains DJ ou de ne pas soutenir certains événements. Parce que je n'adhère pas. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis pas un menteur. Moi, je peux pas faire semblant. Quand moi, j'aime pas un truc, je l'aime pas. Alors, je suis pas obligé de le dire. Je suis pas obligé de dire j'aime pas. Mais j'ai le droit de ne pas soutenir. Quand j'aime bien, là, évidemment, tu peux dire. Tu vois, c'est un peu comme, je dis une connerie, un gosse qui te fait un dessin. Si t'aimes pas le dessin, tu vas pas dire ton dessin il est éclaté. Mais tu vas pas non plus dire oh, il est magnifique, oh là là, mon Dieu. Tu vois. Tu dis ouais, écoute, ouais, c'est bien, continue comme ça, essaye de faire des programmes. Donc, dire du mal, non. Dire du bien, oui. Mais voilà, donc oui, j'adhère pas, mais bon, c'est comme ça. Je vais pas non plus maintenant crier sur tous les toits, ouais, c'est de la merde, arrêtez de soutenir ça parce que je sais que ça divise, tu clives. Et moi, j'étais quelqu'un de très clivant, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand j'étais gosse. Exactement. Quand j'étais ado, j'étais très impertinent, j'étais très clivant. Je disais toujours mon opinion et souvent, je déglinguais les autres. Et après, j'ai appris à fermer ma gueule, façon de parler. Et finalement, voilà, je kiffe ce que je kiffe. Et ce que je kiffe pas, je le laisse simplement de côté. Point. Tu vois, c'est la meilleure chose à faire. Là, par rapport à ça, voilà. Moi, je t'ai donné mon point de vue. Et aujourd'hui, c'est surtout le marketing, aujourd'hui, qui fait de l'argent, tu sais. Les DJ Instagram. Bien sûr, et j'en vois un paquet. Hein. Voilà. Et bien sûr, on va terminer le truc de DJ. La phrase qu'on te dit tout le temps, joue-moi tel et tel son. Ouais. Tu réagis comment à ça? Ouais, non, mais moi je réagis, globalement je réagis assez positif à cela, parce qu'encore une fois, moi je suis là pour le public. Moi je suis là pour faire kiffer les gens. Donc si des gens viennent me voir et me disent, ouais Ben, est-ce que tu peux jouer ça? Et qu'à la limite, il y en a un deuxième, un troisième qui me demande ce son-là, bah, je vais le jouer. Parce que pour moi, le public est demandeur de cela. Donc moi, les song requests, je suis très, très d'accord avec ça. Surtout dans les événements privés. Tu sais, quand tu as un mec qui te donne 2000 balles pour animer son anniversaire, alors oui, il book Ben Léo, mais il book aussi, il veut danser. Il est là pour ses invités. Et moi, je suis là pour lui. Il me book, il me donne de l'argent. Donc, le minimum, c'est que mon service, ça soit de lui plaire. Donc, si lui, il me dit, voilà, nous, on kiffe voilà, le rock, le machin, le truc, ben, j'ai ça. Et moi, je dis même à mes clients, je leur dis clairement, n'hésitez pas à venir me voir pour des song requests. Ok. Donc, non, moi, je suis pour ça. Après, évidemment, il y a des fois des demandes où tu te dis, putain. Et puis, t'as les relous. Évidemment, t'as le relou, hein. T'as le relou qui vient te demander 10 fois un son complètement éclaté au sol que si tu vas le jouer... Joue-moi du Francky Vincent. Ouais, non, mais là, non. Non, moi, je te le fais tout à chaque fois que je te vois. Joue-moi du Francky Vincent.
On est dans un festival, joue-moi du Frankie Ouais, mais Basso. ça c'est bon. Ça c'est bon. Et d'ailleurs, j'ai eu ça récemment. Moi je dis encore le M Club parce que pour moi c'est le M Club. Moi j'ai grandi au M Club. J'étais pas encore DJ. Pour moi le M Club c'était le M Club. Donc moi je dis le M Club. Je dis pas là encore. Désolé Laura, Dani et compagnie. Pour moi c'est le M Club. Bref, j'ai mixé au M Club. Et donc c'était une soirée privée. Attention. Hein. J'ai joué des sons. Donc c'était des 40 plus. Hein. J'ai joué des sons. Je me suis éclaté. J'ai joué à la fois des James Brown. Okay. J'ai joué à la fois de l'art techno, viens sur ton chemin, tu vois, des trucs que des fois les gens disent, mais t'es fou. Je dis, mais non, je construis le truc, tu vois, j'arrive à... Après, c'est ça aussi, le DJ, il faut qu'il sache faire ça, tu vois. Même Macarena, moi, ça m'est déjà arrivé. C'est un anniversaire, attention. Il y avait, pas que, mais il y avait beaucoup des Américains, des basketteurs américains qui s'étaient retrouvés à cette soirée-là. Donc on m'avait dit, mais beaucoup d'hip-hop, tu vois, un truc ricain, quoi, tu vois. Ok, pas de problème. À un moment donné, je me suis retrouvé à aller faire danser la Macarena. Et il n'y avait pas encore le Taiga Hey Macarena. Attention, hein. Ah ouais. C'était pas une transition Hey Macarena Taiga vers la version Lost El Rio, donc la version originale. Je m'étais retrouvé à faire un délire et ils ont, je te jure, il y avait des mecs, des gaillards qui faisaient 2 mètres de haut, qui faisaient la Macarena. Tu vois. Donc je me dis, j'aurais bien aimé voir donc ça. Donc ça c'est voilà. Donc non, c'est les song requests, bien sûr. On est là pour ça. On est là pour faire kiffer les gens et on te demande un truc, je te parle pas de la jukebox, t'es genre, vas-y, tiens, prends 5 balles, tu me joues ça, sinon je te défonce au parking. Non, on te vient demander gentiment, est-ce que tu peux jouer le dernier, machin. Bah, bien sûr, tu vois. Bien sûr. Bah, ça, c'est bien de savoir tout ça. En tout cas, tu nous as fait plaisir avec ton parcours. Bah, écoute, moi, ça... Ce que tu as joué et tout ça. Moi, ça me fait du bien d'en parler, parce que j'en parle rarement, parce que là, ça fait quand même quoi bientôt 1 heure qu'on enregistre, donc je sais pas si je suis chiant, si je parle beaucoup, je ne sais pas, parce que moi je suis de nature à vouloir... on est là pour parler. Voilà, moi j'aime parler, et puis j'aime partager évidemment ma passion, forcément je suis un passionné, donc j'aime partager ça, clairement. Voilà. Ouais. Maintenant on va juste venir un peu sur le côté sombre du DJing, ouais. C'est la santé mentale. Ouais. À force d'être tout le temps avec les horaires décalés, la pression, les déplacements, l'excès de boîte de nuit, tout ça peut ramener... à burn-out et tout ça. Est-ce que toi, tu l'as vécu de toi-même? Ok. Bien sûr, l'exemple que je vais te donner, c'est Avicii. Ouais. Mais de ton point de vue, est-ce que c'est... Ouais, alors, je vais te donner mon expérience personnelle. D'accord. Ce qui m'est arrivé à moi. J'ai eu des problèmes au niveau de l'oreille. J'ai des problèmes d'acouphènes, j'ai des problèmes d'hyperacousie. Donc acouphène, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Tinnitus en luxembourgeois, c'est le fameux bip, le bip qui est permanent. Voilà, que tu entends en permanence. Après, ça dépend toujours un petit peu de ton moral, de si tu es fatigué, pas fatigué, c'est plus ou moins intense. Okay. Et l'hyperacousie, c'est tous ces bruits aigus. De la vaisselle qui se touche, une pièce de monnaie qui tombe par terre, tous ces bruits aigus qui sont extrêmement désagréables. J'ai développé cette pathologie, cette maladie-là, qui est liée beaucoup aux artistes, aux DJ. Il y a énormément de cas dans le monde de gens qui ont ça. Et ça m'a beaucoup flingué le moral. Ouais. Okay. Je me souviens, il y a 2 ans de ça. Enfin, j'ai fait... là, j'en fais plus. Là, ça fait 1 an que je suis assez... je suis débarrassé, en tout cas, de cet aspect mental qui me détruit de l'intérieur. Mais j'ai eu beaucoup de dépression. J'ai fait beaucoup de dépression qui étaient très désagréables pour moi. Okay. J'ai même eu des pensées suicidaires, tellement c'était grave. Okay. Bon, légère, hein, attention. Hein, mais j'étais à un point de me dire, je vais devoir arrêter. Je vais devoir arrêter de mixer. Il y a eu une période, j'ai même annulé certaines dates et tout, parce que je me disais, voilà, ça va être trop fort, là, la musique va être trop fort et tout. Donc voilà, il y a ce côté-là. Et je me souviens plus de son nom, mais pendant cette période-là, en plus, j'ai vu sur Facebook un DJ un DJ français qui tourne beaucoup, qui avait fait la même annonce. Il avait fait une grosse annonce, donc quelqu'un qui a aussi beaucoup de followers, hein, pas comme moi, mais qui avait fait une annonce sur Facebook en disant, voilà, je vais devoir arrêter parce que j'ai les problèmes pareils, donc acouphènes et hyperacousie. D'accord. Et lui, il a carrément tiré sa révérence. Là, il fait plus que de la prod. Il fait des autres projets artistiques, mais il fait plus de scène. Il fait plus de scène parce que les basses, parce que le son, tout ça, c'est trop agressif. C'est à peu près le seul problème que j'ai eu, je t'avouerai. Mais ça m'a beaucoup fait du mal. Ça m'a beaucoup fait du mal. D'accord. Parce que voilà, moi, c'est ma passion. Moi, j'ai envie de faire ça encore 10 ans. Tu vois, 15 ans.
Quand tu as tes oreilles qui disent stop, un peu comme, je sais pas, d'autres pathologies qui peuvent être liées à ta vision, ou que sais-je, ou imagine, tu perds l'odorat, tu perds le goût, et que t'es cuistot, par exemple. Imagine, tu vois. Ouais. Donc, si, évidemment, en tant que DJ, en tant qu'artiste, dans la musique, c'est quoi ton outil de travail? C'était, en premier lieu, c'est tes oreilles. Donc, imagine, tu perds tes oreilles. Tu peux même plus écouter de la musique dans la voiture. Qui fait de la musique tout seul dans la voiture, ou chez toi à la maison, ou je sais pas, tu vois. Donc ça, c'était très, 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 très dur. Okay. L'alcool, j'en ai toujours bu. Moi, j'ai toujours été un fêtard, j'ai toujours kiffé boire de l'alcool. Après, oui, quand j'étais ado, comme tous les ados, à l'époque, c'était la vodka. Moi, c'était les vodka Red Bull. C'était les débuts de la vodka Red Bull. Donc, ouais, comme tous les jeunes, je me déglinguais. Mais, voilà. Mais là, on parle du côté DJing. Moi, j'ai encore un petit peu ce problème qu'il me faut presque de l'alcool pour me sentir à l'aise derrière les platines, même si aujourd'hui, de moins en moins, comme là d'ailleurs aujourd'hui, je suis très à l'aise, sans alcool, sans drogue quelqu'une. Donc voilà, mais ça n'a jamais été un problème pour moi. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure, les horaires. Oui, alors, encore une fois, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. Bon, ça va. Moi, avant, j'étais en couple, j'étais dans une longue relation. Alors, elle m'a jamais fait de reproches, il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Elle a toujours respecté mes choix. D'accord. Mais il y a eu quand même des fois des petites tensions parce que je rentrais à 6h du matin et puis des fois je rentrais à 8h du matin parce que tu fais l'after. Tu sais, même quand un club il ferme à 6h du matin, tu restes encore un peu là, tu bois encore un verre, et puis ça déconne, et puis machin, et puis truc, et puis des fois il se passe des trucs un peu plus voilà, en backstage. Voilà. Moi, j'ai jamais été friand de ces trucs-là. J'ai jamais été friand de ces trucs-là, mais voilà, donc du coup tu restes là, ça déconne, machin, truc. Donc, du fois, je rentrais à 8h, 9h du matin, et là, ouais, elle me faisait un petit peu la gueule, parce que putain, mec. Et là, j'allais me coucher, et je me réveillais à 3h de l'après-midi. Pour elle, c'était le samedi. Normalement, tu vas faire des courses, tu vas te balader, tu sais, tu kiffes un peu la life, parce exact. que, comme je t'ai dit, hein, quand ta femme, elle bosse du lundi au vendredi, voilà. Et puis, au niveau santé, alors moi, je fais beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport, parce que si je ferais pas de sport, effectivement, là, mon corps, il lâcherait. J'aurais des problèmes de dos, je serais beaucoup plus fatigué, j'aurais des cernes pas possibles. Donc voilà, moi, mon équilibre, c'est ça. Donc effectivement, j'ai des horaires pas toujours... voilà, des fois, je dors que 5 heures par nuit. Des fois, voilà, j'abuse un peu avec l'alcool. Des fois, je saute des repas. Souvent, je saute des repas. Parce que je suis tellement excité de la soirée. Même que j'arrive à 19h, des fois, il y a des soirées after work ou des mariages, justement. Je mange rien. Mon premier truc, c'est coupe de champagne, et puis bière, et puis machin. Puis à un moment donné, ça me coupe l'appétit, je mange plus. Et là, effectivement, à 4h du matin, quand tu as fini la soirée, le lendemain, tu as une tête pas possible parce que tu n'as rien mangé. On sait très bien que boire de l'alcool le ventre vide, c'est jamais bon. Donc là, effectivement, tu te dis, waouh, tu sais, là, il te faut, vu que j'ai 37 ans, je me sens encore super jeune, mais mon corps, il a quand même 37 ans. Ouais. Et ça fait, moi, 25 ans que je sors. Parce que moi, j'ai commencé à sortir très tôt. Parce que, comme je te dis, j'ai une sœur qui a 10 ans de plus. Donc, elle me prenait déjà avec. Okay. Moi, j'avais 13 ans, elle me prenait avec au VIP Room, au Blow Up à l'époque. Je suis trop jeune pour ça, moi. Ouais, mais bon, voilà, bref. Donc, j'ai très tôt, je sortais, et forcément, l'alcool, machin. Mais je trouve que voilà, après 25 ans de teuf, je trouve que j'ai quand même encore une bonne tête, je pense. Ouais, là, Marco, il est en train de faire un gros plan sur ma tête. Voilà, donc ça, c'est mon expérience personnelle. Okay. Maintenant, je vois ce qui se passe autour de moi. Je vois des artistes autour de moi, que ce soit local, au Luxembourg, et des exemples comme Avicii. Avicii, lui, c'est toujours pas. Pour moi, il s'est suicidé. C'est ce qu'on dit. D'ailleurs, on le voit dans son documentaire, on voit que le mec, il est en dépression du matin au soir. C'est une star mondiale, c'est un génie de la musique. Mais lui, à la base, c'est un producteur, lui, c'est un remixeur, lui, c'est un asperger qui, lui, veut être derrière son laptop et produire des beats. Sauf qu'à un moment donné, y a les maisons de disques, il y a les managers qui ont commencé à lui dire « Non, toi, tu dois être sur scène. » Et lui, c'était ça. Lui, il avait peur de la scène. Il aimait pas ça. Donc lui, bam, l'alcool, pour être désinhibé, comme on dit, grâce à l'alcool. Il y en a, ça va être d'autres drogues, mais le principe de l'alcool et de la drogue, c'est de se désinhiber et d'avoir du coup plus de courage. C'est comme ça qu'il était capable de se retrouver pendant 1 heure de set devant 50 000 personnes dans un Tomorrowland ou dans d'autres festivals où il y avait même des fois 100 000 personnes. Bon.
C'est un problème, tous les artistes sont touchés par ça, il y en a qui le vivent bien, il y en a qui le vivent pas mal. Tu sais, tu prends un Mick Jagger, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 85 ans maintenant, le mec il est toujours vivant, tu vois. Et là j'ai Et encore il vu tient une la vidéo. route. Il tient la Et route. là j'ai encore vu une vidéo de lui, moi je suis désolé, le mec il se met encore 3 grammes par jour dans chaque narine. Moi enfin, voilà, on le sait, même que je suis pas en train de dire une connerie, on sait très bien que les mecs, en plus c'est des mecs qui viennent des 60s, 70s, voilà, les mecs ils ont grandi avec ça, et encore maintenant, voilà. Donc il y en a qui tiennent le coup, il y en a qui tiennent pas le coup. Moi je connais même des DJ, zéro alcool, zéro tabac, et les mecs c'est des bêtes de scène. Ah, ok. Il n'y a pas de règle, il y a pas de règle, mais c'est effectivement le côté sombre, et puis attention, hein, là tu parles des drogues, de la fatigue et de la santé mentale, mais la santé mentale c'est aussi les problèmes liés à la sexualité. Qui Et devient de je plus en pense que plus. moi, je sais pas si tu connais Music Feelings. Il parle beaucoup de tout ce qui se passe là aux States actuellement avec P. Diddy. Bon, il y a eu l'affaire R. Kelly, ça c'est clôturé. Maintenant, il y a l'affaire P. Diddy. Apparemment, il y a Jay-Z qui, voilà, machin truc, qui va. Parce que c'est ça aussi le problème du succès. Le succès, la fête, la nuit. C'est aussi, justement, Ah, il y a ce côté aussi là. Exact. Qui est très sombre, hein, le sexe. Et puis des fois, tu te retrouves Dani Alves. Bon, là, ça n'a rien à voir avec la musique, mais tu vois, c'est le problème de la célébrité, le problème de la nuit, c'est les drogues, l'alcool. Et puis à un moment donné, oh, on s'en fout. Allez, tu veux pas coucher avec moi, mais si, tu vois. Et puis il y a des problèmes de viol, il y a des problèmes de trucs comme ça, des tromperies. Enfin, moi, perso, encore une fois, sinon je le dirais parce que j'ai aucune honte. Je pense qu'on a tous notre passé, notre vécu. Exact. Mais non, moi, j'ai pas eu ces problèmes-là. Mais effectivement, ça fait partie du. C'est le revers de la médaille, comme on dit. Hein. Exact. En tout cas, c'est bien que tu as mis un peu de lumière sur ce côté sombre. Et avant de terminer ce podcast, t'en as parlé un peu. Ouais, ça fait quand même 1h01 qu'on est en train. Ça va. 1h01. Mais Ça t'inquiète, comme je t'ai dit, on est cool. là pour discuter. Cool. Ouais, moi je kiffe. Tout à l'heure, tu nous as un peu parlé de We Are XO. Ouais. Peux-tu développer un peu plus ce que vous faites c'est quoi exactement? Et bien sûr, vos projets futurs. We Are XO, c'est donc une agence d'événements que j'ai créée par la force des choses, comme je t'ai dit. Parce que moi, encore une fois, vu que j'ai à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Parce que moi, j'étais à l'université. Et à un moment donné, ma carrière était tellement... je mixais beaucoup et je faisais suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre. Donc, j'étais pendant 2 ans indépendant. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, voilà, parce qu'en étant indépendant, donc j'étais à mon nom propre. Puis, à un moment donné, voilà, j'ai créé une SARL. Au début, il n'y avait pas trop de noms. Et je me souviens, c'était... ça pour la petite anecdote. Pourquoi XO? C'était une soirée poker avec des potes et il y avait une bouteille de bon tu mettras un bip pour les publicités, je ne sais pas. C'était une bouteille de Tequila Patron XO Café et on jouait au poker, donc tu sais, on se faisait des shots machin truc et à un moment donné je regarde l'étiquette, puis, tu sais, je lis et tout et puis XO Café, et en fait XO ça voulait être extraordinaire et moi je cherchais un nom pour ma boîte. Puis XO, je sais pas, ça me parlait le XO. Donc c'était avant, c'était Drake ou c'était qui déjà? XO Tour Life, The Weeknd, je crois, il y avait son label. Ouais, je pense que c'est lui. Bon, c'était avant ça, hein, attention. Okay. Hein, donc j'ai pas piqué ça au ricain. C'est lui qui te l'a piqué. Ouais, je sais pas. Écoute, je vais porter plainte. Les ricains, ils aiment bien ça. J'étais le premier à avoir utilisé XO. Donc voilà, et c'était, donc du coup, j'ai créé ça, XO, à la base, je crois que ça s'appelait XO Events and Visuals, parce que je faisais aussi du design graphique. Et puis voilà, donc au fur et à mesure, voilà, vu que je faisais des mariages, je faisais des fois des doubles mariages, triples mariages, beaucoup de fêtes d'entreprise, j'ai acheté beaucoup de matériel, donc matériel audiovisuel, son, lumière, vidéo, donc on fait tout ça. Okay. Donc on est vraiment une agence où à la fois on gère des DJ, donc on est une agence de DJ, on est une agence d'événements, donc on crée des events pour des privés, pour public. D'ailleurs, là, on va commencer à lancer aussi des open air, des événements un peu festival, open air, des choses comme ça, pour l'image de marque. Et voilà ce que fait XO. Et là, depuis, on a une belle petite équipe, dont Marco qui est en train de filmer. On a quelques events originaux, dont la House of Stand-Up, qui est un événement stand-up en français pour l'instant. On va un petit peu à gauche, à droite, on propose des events au public. On va dans des cafés, on leur permet d'avoir des events pour qu'ils puissent attirer de la clientèle.
On a encore d'autres projets dont je tairai le nom, mais il y a quelques projets originaux aussi qui vont venir. Donc c'est ça, XO. Et We Are XO, pourquoi? Parce que XO, ça veut dire du coup extraordinaire. Ok. Donc c'était ce qui était marqué sur cette étiquette, parce que normalement le XO, on l'utilise pour le cognac ou pour le whisky, qui veut dire extra old. Ouais. Et eux, ils ont donc, Tequila Patron, ils ont donc détourné le XO pour en faire extraordinary. C'était une tequila à base de café un peu spécial, extraordinaire. Voilà. Puis extraordinaire, c'est pas prétentieux, parce que ça veut juste dire extraordinaire. C'est-à-dire que ordinaire, on sort de l'ordinaire. Ça veut pas dire qu'on croit qu'on fait des trucs incroyables. Non, c'est on essaye de faire des choses. Alors on fait des choses ordinaires. Voilà, on est quand même un commerce. Voilà, dès qu'il y a un projet, même si on nous dit, écoute Ben, fais pas trop de chichi, nous, ils nous font un DJ, une sono, un peu de lumière. Voilà, c'est amplement suffisant. Ok, pas de problème. Ordinaire. Ok. Par contre, il y a le côté extraordinaire où là, on nous dit, bah écoute Ben, ponds-nous un truc vraiment qui pète, quoi, qui claque, qui hors du commun. Ah, là, ça devient extraordinaire. Donc, we are XO, we are extraordinary. Voilà, donc ça, c'est un peu l'idée du We Are XO. Et aujourd'hui, c'est mon core business, c'est mon full-time job. D'accord. J'utilise la société pour tous mes projets, à la fois comme DJ Ben Léo. Donc, je garde quand même ma marque Ben Léo. Donc, je me market encore beaucoup en tant que DJ. C'est quand même aussi beaucoup ça qui a fait que beaucoup de choses marchent autour de moi aujourd'hui. D'accord. Et XO, qui est donc mon agence, où avant, les gens ils se disaient non, c'est Ben qui vient mixer. Maintenant, les gens ils commencent à dire ah, c'est XO qui s'occupe de notre event. Tu vois. Donc là, on commence à se faire vraiment un blaze à ce niveau-là. Ouais. Ok. Et où est-ce qu'on peut vous trouver, vous contacter? Alors, a priori, bah, nous, voilà, hein, forcément, on utilise les réseaux. Donc, pour nous, ça va être Instagram, wearexo.lu. Je vais mettre le lien en description. Voilà, donc simplement, après, tu tapes XO sur Instagram, dans la barre de recherche, normalement, tu trouves. Même sur mon compte Instagram, Benléo, oh my Benléo, pareil, il y a dans mon descriptif, dans ma bio, tu le vois. Donc c'est comme ça qu'on communique. Après il y a le wearexo.lu. Vu que j'ai utilisé ce @là sur Instagram, forcément c'est le site internet. Pour l'instant il renvoie sur la page Instagram. On est en train de faire un site internet. Et comme moi je suis un perfectionniste, moi j'aime pas balancer des trucs comme ça parce qu'il faut le faire. Alors je le fais de plus en plus parce que le perfectionnisme c'est un défaut. C'est très compliqué d'être perfectionniste et c'est très compliqué d'atteindre la perfection. Donc c'est un défaut, donc j'essaye de m'en détacher. Mais bref, donc c'est wearexo.lu. Nous, on est basé à Bacharach, donc là où j'ai grandi d'ailleurs. C'est là que la société elle est basée. On a nos bureaux à Niederkorn, donc là où on est en train d'enregistrer, comme une différence. On est dans le zoning derrière, où il y a Collet, où il y a la zone industrielle, ok. Ouais, derrière l'Osteria. Avant, c'était le Dimici. Ouais. Maintenant, c'est l'Osteria. Okay. Là, derrière, il y a des bâtiments. On a notre petit bureau au-dessus. Mais on est worldwide, si tu veux. On est worldwide dans le sens où si demain, il y a quelqu'un qui nous dit, écoute Ben, moi je fais un gros mariage en Italie, à Coccaro Beach, à Monopoli, j'ai 15 000 € de budget, bah go, on y va, quoi, tu vois. Donc, tu sais, aujourd'hui, tout est worldwide, finalement. Hein, c'est noté. Mais on est basé à Bacharach, mais on va dans le nord du pays, on va à la Moselle, on est dans le sud, on est en ville, on va partout. Et on kiffe surtout. Nous, on est vraiment... C'est pour ça que j'embauche que des... D'ailleurs, j'embauche que des potes. Ok. Ouais. Et nous, et moi, je veux kiffer. Moi, je veux kiffer, même quand j'aurai 50 balais. Moi, je veux kiffer. C'est une passion. Donc, il faut aussi le transmettre ça, non seulement au staff, aux gens avec qui tu travailles, et il faut transmettre ça aussi à tes clients qui se disent... Parce que moi, aujourd'hui, c'est ça, les clients, ils se disent, moi, je veux bosser avec toi, Ben. T'es 3 fois plus cher que tes concurrents, certes, mais l'approche que tu as, l'énergie que tu dégages et que tu donnes la qualité que tu ramènes à tes événements, on a envie de bosser avec toi. Tu vois, parce que j'ai un service qui est effectivement extraordinaire, qui est cool, qui est sympa, qui est fun et qui est différent de toutes ces boîtes qui sont là, limite tu as la cravate qui te sert et c'est fini ça. En 2024, il n'y a plus ce truc-là sérieux. Même moi, tu vois, je vais terminer là-dessus, moi-même j'ai des clients, c'est des clients importants, c'est des CEO, c'est des bonhommes, tu vois, c'est des gars qui... Voilà. Bah, moi, dès que je les vois, je les tutoie. Et au début, les mecs, ils n'ont pas trop l'habitude, même si maintenant, avec la Startup Nation, ça devient de plus en plus normal que tout le monde se tutoie. Mais moi, je me dis, mais mec, voilà, c'est... Ok, t'es plus vieux que moi, t'es plus riche que moi, mais on est 2 gars. Toi, tu m'embauches parce que t'as envie de faire un bel événement, t'as envie de kiffer. Et ben moi, voilà, donc maintenant, on est potes. Et déjà, l'approche, elle va être différente. Exact. Et là, déjà, en se tutoyant, je vais déjà pouvoir te dire, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Et nous, on va... Ouais, ok, génial. Et donc, j'ai cette approche-là qui me plaît beaucoup. Et c'est ça, XO aussi. Très important pour moi. Ouais.
D'accord. Bah, en tout cas, merci d'avoir parlé sur XO. Merci d'avoir parlé un peu sur ta carrière. Bah, merci à toi, Bambouni. Avec Depuis plaisir. toutes ces années qu'on se connaît, merci beaucoup de m'avoir invité à ce podcast. J'ai la gorge un peu sèche, là, de toute façon, on va aller à l'apéro maintenant. Mais c'était un vrai régal de te parler, de te revoir déjà, parce que ça faisait déjà un petit moment qu'on se voyait. Ça faisait un bon moment qu'on se voyait. Et puis j'aime beaucoup ce que tu fais, et j'espère que les auditeurs qui nous ont écoutés, les auditeurs et les auditrices, ont apprécié ce podcast. Et je te souhaite une belle continuation. On fait de son mieux. Et que du succès. On fait de son mieux. En tout cas, je te remercie pour ça. Merci à toi. Et le mot de la fin, je te la laisse. Faites l'amour, pas la guerre, et soyez heureux, et kiffez la life, et sortez-vous les doigts du cul, bordel de merde. Et ben ça c'était tout. On se voit la On va se quitter sur ces mots-là. En tout cas, je vous dis merci et on se voit à la prochaine épisode. Peace. Allez, Merci Bambouni, ciao. ciao.